traiter ça de façon assez proactive et qu'on ne pouvait pas juste rester là et attendre que l'histoire s'auto-corrige. Et donc, voilà, j'ai voulu vraiment lancer une initiative pour les femmes. Et pour moi, c'était un message important de permettre à des femmes qui avaient vécu des violences, qui quand même touchent un tiers des femmes sur cette planète aujourd'hui, il ne faut pas oublier, de leur redonner le pouvoir de devenir entrepreneur et de parler aussi du sujet de la vie professionnelle et personnelle d'une femme, en fait, dans un seul même endroit. Parce que, bien sûr, même si on voulait pas souvent en parler, c'était très important de mener les deux sujets ensemble. C'est-à-dire que si un environnement ne change pas, en fait, faire de l'empowerment, aider les femmes, ça servira pas à grand-chose. Donc, pour moi, c'était important de parler des violences, de parler de l'entrepreneuriat ensemble, de parler de la vie personnelle, professionnelle d'une femme et de mener tous ces sujets ensemble et de créer, en fait, des modèles différents de réussite qui puissent aussi changer aussi la narrative autour des violences et de ce qui était possible pour les femmes. Pourquoi ce sujet était si important pour toi ? Tu as eu des proches ou tu avais une expérience liée à tout ça ? Non, j'ai jamais eu d'expérience liée à tout ça avant de créer mon association parce que aujourd'hui, je connais beaucoup de femmes qui sont impactées par ces sujets. Mais en fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand j'ai travaillé dans mon premier travail, j'ai eu la chance que jamais fait d'autres choses dans ma vie que travailler sur ces sujets-là. Donc, quand j'ai fait mon premier travail, on étudiait en fait les contextes dans lesquels on crée des projets. Et je voyais que dans tous les pays dans lesquels on travaillait et dans tous les contextes, en fait, il y avait ce sujet des violences qui remontait à chaque fois. Et pour moi, c'était un point important de départ parce que je me suis dit, si on n'arrive pas à donner aux femmes le droit d'exister sur cette terre, de pouvoir vivre sans violence, c'est la base. Comment est-ce qu'on peut leur garantir d'autres empowerment économiques ou parler d'autres choses si on n'a pas résolu ça. Et je voyais comme c'est en fait cette culture qui était aussi le femme bloquer en fait la réussite réelle de beaucoup de projets. Et ça se manifeste aussi en fait dans les inégalités. Donc on peut parler des violences, mais en fait le sexisme et toute cette culture aussi se manifeste dans beaucoup d'autres choses, dans beaucoup d'autres obstacles auxquels les femmes font face dans le monde du travail, etc. Donc il y a toute une gamme. Et alors tout ça arrive, tu l'as créé avant, j'imagine, toute la libération autour de la parole des femmes, du mouvement MeToo, ça a été parallèle ou un petit peu avant la création de ton projet ? J'ai commencé en 2013, donc c'était beaucoup avant. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que c'était assez radical et c'était très difficile de se faire comprendre ou se faire financer. Parce que les gens, en fait, on ne croyait pas forcément dans ce que j'étais en train de faire. Et c'était un message très puissant pour moi de mener en fait ce sujet-là des violences aussi dans un écosystème entrepreneurial, dans un écosystème des entreprises, dans un écosystème d'écoles de commerce, etc. Où en fait on parlait pas de ce sujet. D'accord. Et de dire c'est là où vous impacte aussi. Et alors, ça veut dire que les violences aussi sont un gros sujet parce qu'on a beaucoup parlé du harcèlement sexuel ou des viols, mais toi, finalement, la réalité des violences, elle est aussi importante dans le monde de l'entreprise et pas que dans le domaine particulier, je dirais. Moi, je pense qu'il y a en fait, si on parle du sexisme, parce que tout à l'origine part un préjugé. Part du fait qu'on voit les hommes et les femmes de façon différente. Et donc ça peut se manifester dans un stéréotype, dans un comportement de discrimination, dans le choix de promouvoir ou pas promouvoir une femme, de recruter ou pas recruter une femme, de discriminer quelqu'un parce qu'elle est enceinte. Ça peut aller
jusqu'à une blague. Ça peut se manifester dans un comportement qui va au harcèlement, par exemple, jusqu'au harcèlement, ou ça peut devenir aussi violence. Donc, pour moi, en fait, tout est lié à l'inégalité de comment on voit les femmes. Je comprends. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aborder tout cela. Et je travaille beaucoup pour en fait sensibiliser les gens autour de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de comportements inconscients qu'on manifeste tous et toutes, parce qu'on a tous et toutes les mêmes stéréotypes et beaucoup de choses dont on ne se rend même pas compte, et quand on les pousse un peu plus loin, ça peut devenir un comportement toujours plus important, et donc tout est lié. Ok. Alors on est sur un sujet aussi, nous on travaille beaucoup sur tout ce qui est storytelling, le fait de raconter des histoires. On est dans une société où il faut toujours raconter des histoires. Toi tu as dû défendre ton association pour convaincre des gens, des partenaires, etc. Pour toi, qu'est-ce qui fait la définition d'un bon storytelling pour toi C'est de pouvoir amener les gens sur les voyages avec toi. Donc je pense que souvent, pour nous, c'est évident comme on est là aujourd'hui, parce que c'est notre vie, on l'a vécu. Mais c'est de transporter les gens avec nous, de les faire voyager avec nous, de faire comprendre les points de départ et les comment et les parcours qui nous a conduits là où on est. D'accord. Et en fait, c'est ces voyages pour moi qui est très important, et c'est de créer tous les liens pour que les gens puissent le revivre dans leur tête, avec nous. Bien sûr, la transmission du parcours et de l'initiative personnelle. Oui. D'accord. Et c'est très difficile parce que pour nous, tout est dans notre tête. Donc, bien sûr, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir s'exprimer. Et puis aussi, c'est difficile pour nous, l'ayant vécu, quelquefois tout seul, c'est difficile de pouvoir les découper ou de pouvoir identifier en fait des chemins. Donc ça peut être, c'est aussi un travail. Et alors justement, toi, tu as travaillé sur un traumatisme, que les femmes ont été victimes de violences, elles ont dû rebondir, monter des entreprises. Là, on est dans une période en ce moment qui est aussi un peu un traumatisme pour beaucoup, en tout cas une épreuve. Toi, qu'est-ce que tu penses ça va changer vraiment dans notre rapport à notre manière de vivre, notre manière de travailler est-ce que tu penses que ça va avoir un effet durable sur les gens et comment ils vont sortir de ce confinement pour toi? Écoute, moi j'ai appris en travaillant avec des personnes qui sont en grande difficulté, dans ma propre vie, qu'en fait, toute crise nous apprend notre pouvoir de résilience. Parce que je pense tous les êtres humains sont résilients. On a une résilience incroyable, mais en fait on ne l'utilise pas parce que souvent on peut être dans une zone de confort et on peut se permettre d'être dans une zone de confort. Alors la crise, elle remet en question tout ça. Elle nous fait forcément, on doit sortir de ce qu'on connaît. On perd des choses et donc on est forcé quelque part à recréer. Et je trouve que je suis pas du tout heureuse de ce qui se passe maintenant dans les mondes, mais je trouve que prendre le temps de se reconstruire et de répartir quelquefois peut être une bonne chose, parce qu'on trouve en fait des choses, des moyens de travailler, on trouve des idées qu'on n'aurait pas eu si on avait toujours à disposition les moyens qu'on avait avant. Et donc cette remise en question, en fait, quelque part nous force à être créatifs. Et donc il y a, je pense, beaucoup de créativité qui va émerger de tout ça. Oui, bien sûr. Et ça veut dire qu'aussi il y a un rapport à plus de recul qui est pris par les gens. Est-ce qu'il y a des remises en question qui vont être plus profondes? Et la question du sens, elle va être plus importante, tu penses, pour les différentes personnes? J'espère,
parce que j'ai l'impression qu'on va vivre un assez long confinement et je trouve qu'on peut pas, après avoir vécu une crise de cette dimension, revenir au monde tel qu'il était avant. Le monde sera forcément changé parce que c'est une expérience qui nous transforme, dont on ne peut pas sortir les mêmes. Et dans toute expérience, et c'est surtout une expérience qui nous arrête quelque part. Donc dans ces moments dans tous les moments où on s'arrête, ce sont des moments de remise en question. Et quand on arrête tout, on a les cerveaux qui commencent à marcher, qui commencent à se poser des questions, qui commencent à aller vers d'autres choses. Donc pour moi, il y a une remise en question de beaucoup de gens, qui auront beaucoup de gens et qui créera en fait un nouveau point de départ pour ce qu'on va créer après. Et ça sera vraiment différent de ce qu'on a eu avant, j'espère. Et donc il y aura aussi une prise de conscience et peut-être des risques qui vont être pris qu'on n'a pas pris avant et des choses qu'on va faire avec cette nouvelle conscience. Et aussi une conscience de ce qui est possible et de ce qui pourrait être les limites. Personne pensait que d'un jour à l'autre, on aurait pu se trouver dans une telle situation et de voir sa liberté de sortir être limitée. Donc il y a tout et c'est ça aussi qui fait la beauté du monde, ce sont les contraintes, parce que les contraintes nous forcent aussi quelque part à créer. Tu penses aussi qu'on se rend compte à quel point la mobilité, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes deviennent si importantes, Internet, les connexions, on se rend bien compte qu'on serait complètement perdu sans ces outils aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça va aussi remettre l'importance du digital dans la communication, par exemple? Je sais que toi, tu as beaucoup travaillé en communication, tu es dans l'écosystème des startups. Comment tu t'es organisé là-dessus? Je sais que tu es très active en social media. Si tu peux nous en parler aujourd'hui, pour toi, ta vision là-dessus de comment ce storytelling peut prendre une vraie importance via le digital aujourd'hui. Alors, moi, je pense que depuis toujours, en fait, l'être humain fait avec ce qu'il a. Donc, aujourd'hui, pour moi, on a que les digitales, et j'ai vu ça parce que j'ai dû en fait repenser toute mon association. Alors, j'ai eu une semaine pour repenser toute mon association et pour relancer quelque chose pour que on n'arrête pas nos activités d'un jour à l'autre sans rien avoir pendant plusieurs mois. Donc je pense qu'il y a un potentiel en fait énorme que le digital offre. Je pense que ça remplace pas le réel, le être devant les gens. Mais pour moi, c'est très important d'utiliser le digital comme outil qui amplifie ce qu'on fait dans la vie réelle. Donc, si on a, si je fais une conférence, je vais la mettre sur Internet et ce message-là va être diffusé pas juste aux gens qui étaient dans la salle, mais aussi à toutes les personnes qui me suivent sur un réseau. Bien sûr. Voilà, donc ça amplifie mon action quelque part. Et pareil avec les podcasts. J'ai décidé de faire un podcast dédié aux hommes parce que c'est un public que je ne touchais pas par mes conférences réelles, disons. Et donc, j'ai fait un podcast pour les hommes. Les podcasts, c'est un moyen digital, donc ils peuvent être n'importe où. Et c'était aussi pour ça que ça m'intéressait, parce que je voulais toucher les gens au-delà des frontières. Et permettre à tout le monde d'écouter, donc c'est aussi quelque chose qui est un peu démocratisé quelque part, et aussi ça me permet de créer, d'amplifier mon message que je porte dans ma vie, que je porte dans mes activités, et de l'amener à 1000 personnes, 2000 personnes, 100 000 personnes, voilà. Donc, je pense que les digital a ce pouvoir-là. Il peut pas remplacer forcément la connexion qu'on a dans les mondes réels, et ça va jamais remplacer pour moi ce qui est vivre en conférence, sensibiliser quelqu'un devant toi.
c'est pas ça l'objectif pour moi. C'est pas de remplacer, c'est de l'amplifier, de créer des nouvelles connexions qui ne sont pas possibles dans le monde réel. Et tu penses qu'en termes de contenu, parce que là c'est un peu dans le métier Newton Studio sur le sujet de fabriquer des contenus, tu penses que ça va mettre en avant plutôt des contenus que les gens vont créer eux-mêmes, ce qui se passe déjà beaucoup, hein, les influenceurs ou les personnes qui créent leur propre contenu, ou qu'il va falloir aussi produire des contenus plus professionnalisés et s'inspirer de ce que la télévision peut amener en termes de programmes récurrents. Voilà. Est-ce qu'il y a des formats, toi, auxquels tu es plus sensible aujourd'hui en termes de durée, de ce que ça raconte, de production? En fait, j'étais en train de parler avec une équipe pour laquelle je travaille qui est en Russie. Parce qu'on voulait organiser une journée de mentorat avec des experts de l'Union européenne. C'est devenu, grâce au coronavirus, impossible d'amener des experts d'ici en Russie. Et donc, on a tout changé pour un format virtuel. Et dans la réflexion de comment faire une journée pour des mentorés en Russie qui sont des femmes et de créer une aventure collective sur une journée dans les virtuels. Pour moi, c'était un challenge parce que je sais que je vais pas pouvoir leur faire vivre la même chose que je vais faire vivre dans les présentiels. Et donc, c'était comment est-ce que je peux faire quelque chose qui a du sens. Les formats que j'avais pensé faire dans la vraie vie, dans les mondes réels, ne marchaient, je me suis rendu compte, ne marchaient pas pour les mondes virtuels. Donc, en fait, j'ai dû changer ma façon de penser et je pense qu'il faut créer du contenu qui soit adapté pour les mondes virtuels, pour le fait que les gens sont derrière des écrans, avec les moyens qu'on a d'interagir derrière un écran qui sont pas les mêmes qu'on a quand on est devant quelqu'un, avec les moyens qu'on a de gérer beaucoup de personnes qui peuvent être dans des endroits différents. Et donc voilà, je pense qu'il faut faire du contenu qui est adapté à ce qui est aussi l'attention que quelqu'un va avoir sur un écran, qui est pas l'attention que quelqu'un va avoir devant nous. Bien sûr. Donc je pense que c'est pas intéressant de répliquer ce qu'on fait déjà. Je pense que c'est intéressant de dire comment est-ce que je vais m'adapter à l'outil pour prendre en fait tout ce que l'outil peut m'offrir et pour faire la meilleure chose possible. Donc, tu as visionné il y a des masterclass aujourd'hui qui sont disponibles aussi en termes de transmission. Tu as visionné ce style de contenu? Comment tu les vois aujourd'hui? En fait, j'ai pas forcément suivi beaucoup de masterclass. J'ai suivi là des conférences sur Crowdcast par exemple. Et j'ai trouvé que les moyens d'interagir étaient assez puissants. Je peux pas dire que ça. Je trouvais que les contenus étaient bien développés. Après, c'est pas, on n'a pas le même peut-être valeur, inspiration qu'on a quand on a des personnes devant soi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à récréer sur le web. Mais je trouve que on peut faire des contenus qui sont assez bien développés et assez intéressants. Et puis aussi, il y a aussi les moyens d'interaction, de poser des questions, etc. Donc, je pense que tout ça est assez développé sur les outils aujourd'hui et je vais les utiliser pour ma journée de mentorat aussi. Donc, j'ai découvert d'autres façons de faire.